Mesdames, Messieurs, bonjour. La semaine reprend et c'est toujours un plaisir pour l'équipe de la Cour commune de vous retrouver. Vous êtes peut-être responsable, chef d'entreprise ou encore manager, mais est-ce que vous connaissez votre style de leadership? Si vous ne le connaissez pas, eh bien, c'est le moment de le découvrir parce que chaque personne avec son style de leadership, et il faut déjà le connaître pour pouvoir l'exercer efficacement. Avec nos invités, nous allons donc vous aider à mieux en savoir davantage sur vous-même, sur votre style de leadership et comment l'exercer efficacement avec votre équipe. Un plateau, bien entendu, auquel vous pouvez participer en nous appelant sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou tout simplement en nous écrivant via WhatsApp sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Et ce matin, je suis avec Justino Vieira. Bonjour. Bonjour Brunel, bonjour Diane, bonjour Habib, chers téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Merci d'être là. Formidable, positif. Super, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau avec cette bonne humeur. Diane Oniodje, bonjour. Bonjour Brunel, Adé aussi, bonjour à tous. Alors, nous sommes également avec Habib Kodonou. Bonjour. Bonjour Madame Brunel, bonjour Diane et bonjour Coach. Bonjour, cher ami. Eh bien, on vous retrouve, Habib Kodonou, vous êtes entrepreneur. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Leadership, nous allons donc en parler. Quand on parle de leader, pour vous, Habib Kodonou, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous dites tout de suite? Nous pouvons retenir que le leadership, c'est d'abord l'art d'inspirer une vision futuriste à vos coéquipiers, à votre hiérarchie, à ceux qui vous entourent. Et pendant que vous inspirez cette vision futuriste, il faut que vous y mettiez aussi de la confiance. Parce qu'il faut que ceux qui découvrent votre vision aient confiance en cette vision. Il faut que vous puissiez maintenant motiver cette équipe-là et la pousser forcément à adhérer à la vision que vous lui présentiez. Donc, le leadership est différent, beaucoup différent du management. Il faut dire que le leader, lui, il donne le cap. Pendant que le manager, lui, donne par contre la réalisation. Le leader est beaucoup plus dans la conviction que dans la réalisation. Madame Bruno, je crois que c'est ce qu'on peut retenir du leadership. Merci beaucoup. Très bien. Diane, quant à vous? Je pense que le leader, c'est un chef politique ou un chef d'un groupe, quelqu'un qui sait entraîner. On appelle leader quelqu'un qui sait entraîner un groupe à sa suite. Quelqu'un qui sait gouverner, quelqu'un qui sait échanger, peut-être diriger un groupe. Voilà. Bien. Alors, coach Vieira, vous avez entendu deux explications, en tout cas deux propos sur le mot leadership. Eh bien oui, je pense que mon cher ami Habib et Diane, ils ont parfaitement raison. Ils ont ébauché la question. Cependant, je vais me mettre dans cet exercice, dans cette exégèse, pour dire, lorsqu'on parle de leadership, il faut commencer par comprendre qu'étymologiquement, c'est un mot emprunté à l'anglais. Lorsque nous parlons de to lead, qui veut dire guider, qui veut dire mener, qui veut dire conduire. À un moment donné, le leadership peut se définir alors comme le processus, comme un état de quelqu'un qui a la capacité de conduire une équipe dans le but d'atteindre des objectifs bien précis. C'est pas opposition donc au management. Bien, il faut faire justement la distinction. Bien entendu, parce que il y a cet amalgame, il y a cette confusion monstre entre un leader et un manager. Mais en réalité, de point de vue sémantique et de point de vue de fait, la différence est nette. Parce que le manager s'appuie sur des bases techniques, alors que le moyen que le leader a, c'est d'abord le charisme, d'où on parlera de leader charismatique. Très bien. Donc, le leader a le charisme qu'il faut pour rassembler autour de lui ce qu'il faut pour atteindre sa vision. Alors, justement, en dehors du leader, à quoi est-ce qu'on peut reconnaître, ou plutôt en dehors du charisme, à quoi est-ce qu'on peut reconnaître un leader? Habib, pour vous. En dehors du charisme qui est très important, on peut reconnaître aussi un leader à travers d'abord la confiance qu'il suscite. On peut reconnaître un leader à travers la soif la soif qui le pousse à vouloir se performer, à vouloir s'améliorer, la soif de la connaissance. Le leader, ce n'est pas la personne qui s'autosuffit. Le leader, c'est cette personne-là qui cherche à mieux comprendre
c'est cette personne qui cherche à avoir de l'ascendance sur un problème, sur une situation, sur un phénomène donné. Parce que quand on parle de leader, on parle de position, on parle de diriger, on parle d'incarner. Et pour incarner, pour diriger, il faut forcément donc alors avoir la connaissance qu'il faut. Alors on reconnaît un leader aussi à travers le don qui est en lui. On ne peut pas être leader dans tous les domaines. Il y a parfois il y a un domaine spécifique dans lequel on est leader. Et le leader, c'est celui qui accompagne à son leadership la communication verbale. Pour que les gens parviennent à accepter votre leadership, il faut que vous puissiez développer une forme de communication autour de ce que vous dites, autour de ce que vous faites. Donc, on reconnaît un leader à travers, pour moi, pratiquement 3 vecteurs. Le premier vecteur, c'est d'abord le charisme. C'est-à-dire le leader, il incarne quelque chose, il donne la confiance, il suscite, il permet aux gens de venir adhérer à ce qu'il fait. Le deuxième vecteur, quand on parle de leader, reconnaître un leader, c'est la soif de la connaissance. C'est-à-dire, le leader, il cherche à connaître, il fait tout possible pour améliorer son niveau de connaissance. Et mieux il améliore son niveau de connaissance, mieux c'est qu'il parvient à susciter l'adhésion de tous ceux qui sont autour de lui. Et pour finir, il faut dire que le troisième vecteur pour moi, par lequel on peut connaître un leader, c'est ce désir de venir au secours. C'est ce désir de venir en aide. C'est un vecteur très important de leadership. Très bien. Merci beaucoup, Habib. Diane, quelque chose à ajouter? Je pense qu'il a tout dit. Il n'y a pas ça, un leader, quand on ne le voit pas, son charisme. On sait en même temps que lui, c'est un leader, sa manière de s'exprimer, sa manière de diriger tout un ensemble de personnes qui est sous sa peut-être gouvernance ou dans son entreprise. Et la vision aussi. La vision, parce que quand on est leader, par exemple, je prends un DG ou un responsable d'une entreprise, ils ont sûrement des visions. Et c'est sa manière à lui d'approprier ou d'adapter peut-être, de faire adapter la vision à tout chacun, à toutes ces personnes-là qui sont sous sa responsabilité. Et il suit sa vision et puis travaille l'objectif ensemble. Je pense que comme ça, on reconnaît un leader à travers plusieurs aspects, plusieurs paramètres. Coach Fiera. Eh bien, vous savez, lorsqu'on parle du leadership, à quoi reconnaît-on le leader? Je m'associe, je fais mienne en intervention de Habib et de Diane. Cependant, je dis de façon précise, il y a 10 points. Il y a 10 points, ça paraît vaste, mais lorsque je vais les énumérer, ça paraît vaste, mais vous comprendrez avec moi que ça n'allait de rien. D'accord. Nous côtoyons ou bien nous pouvons nous approprier de ces états à tout moment et de façon très très banale. Lorsqu'on parle de leader, la première chose c'est d'avoir le charisme. Le charisme qui se définit comme un don exceptionnel que Dieu met. Vous ne pouvez pas vouloir parler du charisme et occulter le côté spirituel et exclure la dimension divine. Parce que le leader, c'est celui qui, à un moment donné, a fait ce qu'on appelle une introspection et a identifié un domaine, son vivier, son marigot dans lequel il serait apte à nager. Et par conséquent, il s'en approprie. Après le charisme, il y a la vision. La vision qui se définit à l'état de rêve, à l'état imaginaire, où vous identifiez, vous déterminez votre destination, mais vous êtes la seule personne qui maîtrise cette destination. Vous en parlez, les autres ne vont pas vous comprendre. Et vous n'allez d'ailleurs pas demander la compréhension des gens. S'ils ne vous comprennent pas, c'est normal. Parce que lorsque je suis devant ma caméra, je ne peux que croire ce qui se passe devant l'écran, ce que l'écran me révèle depuis mon bureau. Mais attendez, l'écran ne peut que me montrer une partie de ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est la vision. La vision, c'est la partie non concrète, c'est la partie abstraite du vouloir. Je dis bien, la vision, c'est la partie abstraite du vouloir. Donc, le leader a une vision et il court pour cette vision. Il court pour. Troisième élément, c'est quelqu'un qui aime le changement. Parce que lorsque vous voulez atteindre un point X et un point B, vous devez forcément bouleverser les coutumes. Vous devez forcément bouleverser les aptitudes. Et je fais un clin d'œil à l'actuel chef d'État qui, à son arrivée, a bouleversé les aptitudes, les habitudes parce qu'il avait une vision. Et vous comprendrez ce que je disais un peu plus haut, il était incompris. C'est normal, c'est ça le leader, vous êtes incompris au départ. Mais vous devez avoir ce goût du risque. Et c'est ça le quatrième élément. Le troisième va dire charisme, vision, le goût du risque. Le goût de prendre ce risque-là, d'abord le premier risque, c'est le risque du rejet. J'accepte d'être rejeté. J'accepte. Vous savez, le leader, c'est celui qui expose sa poitrine, pas forcément pour recevoir des fleurs, mais pour recevoir parfois des balles. C'est ça le leader. Le leader, c'est un apprenti. Et c'est ça
qui déclenche la sympathie naturelle du leader. C'est parce que je vais apprendre de mon frère Habib que volontiers, je vais le saluer, mais s'il ne salue pas, si je le vois en circulation, je dois courir vers lui, je dois faire le premier pas. Parce que j'ai ce goût d'apprentissage. Mais on ne peut qu'apprendre de celui qu'on estime. Parce que c'est de l'estime qu'on détient la volonté d'apprendre de l'autre. On dira, on est intelligent que de l'intelligence des autres. Alors, cette volonté d'apprendre, qui est spécifique, qui est réputée pour le leader, l'amène à s'intéresser naturellement aux autres. Et c'est pour ça qu'on parlera du cinquième, tisser des relations. Le leader aime tisser des relations. Le leader n'a pas de barrière. Il est vrai, on ne dira pas qu'il n'a pas de principes, il a des principes, mais ces principes ne prennent pas le dessus sur les relations. Parce que le leader pense que rien n'est plus cher que la valeur humaine. Et il épouse notamment cette philosophie d'Henry Ford qui dit « Il n'y a point d'homme qu'il n'y a de richesse ». Une citation reprise par Jean Baudin par ailleurs en 1947, en passant. Mais lorsqu'on va plus loin, le leader, il aime conseiller. Il aime conseiller, pas parce qu'il aime se faire passer pour le maître. Le leader, c'est celui-là qui a un réservoir de connaissances, mais qui doit être dynamique. Il doit dynamiser. Et sa manière de dynamiser, de détensifier, de bouleverser, de donner vie à cette connaissance, à l'opposé du savant qui est statique, qui est là dans son coin et qui s'assoit sur ses 4 pieds de connaissance alors qu'il y en a peut-être 6, 7 ou 8. Le leader, lui, il connaît, mais il partage. Mais il partage dans l'esprit d'affronter sa connaissance. Et c'est ce qui est délicat. Il connaît et il ne partage pas dans l'esprit d'aller conseiller, dans l'esprit de jouer au maître, de jouer au savant. Non, ce n'est pas dans cet esprit. Il exprime sa conviction parce que quelqu'un de ses vis-à-vis peut dire non, ce n'est pas la vérité. Il est de ceux qui pensent qu'il connaît une vérité, mais qui ne connaît jamais la vérité. Et lorsque tout ça est mis dans un panier, le leader, il a des admirateurs. Il a des admirateurs parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui s'intéresse naturellement aux autres. C'est quelqu'un qui, naturellement, vient au secours des autres. Ah oui. Nous allons continuer pour terminer par le côté personnel. Le leader, c'est quelqu'un qui sait parler. C'est un homme éloquent parce qu'au commencement était le verbe et tout part par le verbe. Vous ne pouvez pas vouloir exprimer une vision si vous n'avez pas la rhétorique, si vous n'avez pas le latin, si vous n'avez pas l'art d'exprimer l'art, si vous n'avez pas ce sens du crachoir comme on le dit. Le leader, lorsqu'il connaît sa vision, il doit l'exprimer pour amener d'autres personnes à le joindre, à le rejoindre. Parce qu'il sait fortement qu'il n'a pas les aptitudes, les capacités de concrétiser à lui seul sa vision. Il faut une équipe, et qui parle d'équipe, pas de conviction, qui parle de conviction, pas l'expression. Eh bien, merci beaucoup, coach Vieira, pour tous ces éléments qui, disons, caractérisent le leader. Alors, je vais vous proposer d'abord de faire un tour à la régie pour suivre les avis de quelques citoyens que vous avez recueillis, Diane Onyeudje. Absolument. Être un leader, c'est être dans la mesure de diriger un groupe donné. Ça peut être un groupe social comme un groupe politique. La question de leadership ne se décrète pas pour dire que parce que telle loi est prise, vous êtes devenu leader. Non, c'est pas ça. Ça s'acquiert au fil des expériences. Chaque être humain fait le choix du leadership qu'il veut devenir. On distingue plusieurs types de leadership. Il y a le leadership stratégique. On parle souvent aussi du leadership collaboratif, participatif. Je pense que les leaders s'expriment d'eux-mêmes à travers leur manière de se comporter dans les classes, leur manière d'agir aussi. Donc c'est à travers ces différents critères-là que nous arrivons à les détecter. Certes, il y en a parmi les élèves et ce sont les élèves, après une formation donnée, qui arrivent à diriger des groupes donnés. En campant les responsables de classe par exemple, on voit que ceux-là, ils ont un certain nombre de critères leur permettant d'unir le groupe, de les écouter et n'est-ce pas, d'essayer de les diriger et de conduire un certain nombre de préoccupations ayant trait à ces différentes classes-là. Je pense être un leader, parce que être leader, c'est apprendre à gouverner, c'est apprendre à gérer un groupe de personnes, c'est avoir le sens d'écoute de son prochain, c'est être en mesure de résoudre des situations. En même temps, ça prépare à un avenir meilleur. Genre, ça prépare à une vie de couple meilleure.
entre parents et enfants. Je ne suis pas un leader en tant que tel. Parce que leader signifie que vous êtes quelqu'un qui conduit un groupe d'individus pour un but, pour un idéal. Or, nous, dans notre fonction ici, on s'occupe surtout du volet de la discipline des enfants à l'école. Je ne me considère pas comme un leader, dans la mesure où les leaders que nous voyons souvent sont à la tête des partis politiques, sont à la tête des ONG. Je ne peux pas dire que je suis leader, mais je pense que du moment où je suis enseignant et puis j'arrive à canaliser les esprits des uns et des autres, je peux me permettre le vilain luxe peut-être de me dire que je suis un leader. J'ai été syndicaliste pendant 13 ans, donc qu'on le veuille ou non, à un moment donné, moi-même je me sentais leader. Être leader, c'est être prêt à surmonter les épreuves. C'est être prêt à faire face à des problèmes. Du coup, tout le monde ne peut pas être leader parce que tout le monde n'a pas la capacité d'écouter son prochain. Avant d'être délégué, on était nombreux. Moi, par exemple, j'ai eu faveur d'être accompagné par mes professeurs. Au début de l'année, avant d'abord d'être responsable de classe, j'ai tout fait pour marquer positivement mes professeurs. Genre pour leur montrer que le gars là, non, il peut diriger. Selon moi, tout le monde peut être leader parce qu'il faut d'abord être positif dans la tête. Les gens pensent que Dieu n'agit pas. Dieu agit et c'est selon la capacité de chacun. Si on n'a pas ces facultés, ces prédispositions antérieures, je pense que c'est souvent difficile à quelqu'un de se lever pour devenir leader. Parce qu'il faut un cran, il faut un certain nombre d'aptitudes pouvant permettre à celui-là de diriger un groupe. Tout le monde peut l'être, mais à des conditions données. Tout le monde ne peut pas être leader. Chacun a en lui un leadership. En fait, la question de leadership est innée et chacun le développe peut-être à sa manière. Ça dépend de la qualité du leadership que vous voulez devenir. On reconnaît un leader selon un certain nombre de dispositions ou de prédispositions données. Il y a la capacité managériale de ce leader-là, il y a l'esprit d'écoute, aussi il y a l'humilité qui doit caractériser, n'est-ce pas, le chef de ce groupe-là, qui doit être en mesure, n'est-ce pas, d'écouter les préoccupations diverses et puis de les canaliser afin que le message puisse passer. Pour devenir un leader, il faut assez de sacrifices. Il faudrait que vous-même, vous soyez l'exemple même né de ce que vous voulez. Il devient un modèle par son comportement. Que ça soit positif ou négatif, ce que sur la société observe. D'abord, il faut se démarquer des autres. Il faut avoir une sagesse donnée. D'après mes observations, il y a des gens qui, depuis leur enfance, jouent ce rôle sans passer par une formation. Mais c'est toujours mieux d'aller à l'école pour apprendre le leadership afin d'incarner effectivement ce rôle-là. Lorsqu'on veut aller loin, il est important de commencer par s'auto-affirmer dans la société et le reste suit. C'est des qualités qui s'acquièrent au fil de vos expériences. C'est-à-dire à partir du bas âge, comment vous réagissez par rapport aux problèmes de la vie, comment vous réagissez dans votre communauté, comment vous êtes rassembleur, comment vous participez aux activités collectives, comment vous travaillez, comment vous respectez. Un élève qui est honnête, discipliné, aujourd'hui, en kaki, demain, sur son lieu de travail, il sera discipliné. Il va respecter la chose publique. Voilà, donc c'était les avis de quelques citoyens sur le sujet. Habib Rolonou, qu'est-ce que vous retenez de ces éléments, de ces propos? Bien avant de donner ce que je retiens, je voudrais saluer l'équipe qui a fait le travail. J'avais dit au plateau que c'était de très bons éléments qui ont été réalisés. Je voudrais d'entrée de jeu commencer par le délégué du CEG. D'abord, il faut dire qu'il a cette capacité et cette facilité d'expression. C'est très bien s'exprimer et c'est par là que commence le leadership charismatique. Il faut être en mesure de pouvoir communiquer pour susciter l'attention et l'adhésion des gens à ce que vous faites. Lorsque j'écoute le censeur du CEG d'Assazoumé, je crois que c'est d'Assazoumé, je crois qu'il a donné de très bons éléments et c'est super intéressant. Voilà ce que moi je peux dire. Je m'arrête là, merci. Très bien, Diane. Je pense que
Tout a été dit, le débat est allé dans tous les sens. On peut voir déjà avec les quelques enseignants, quelqu'un qui a dit qu'il peut se permettre le vilain luxe de se dire qu'il est peut-être leader. Et là, je m'en vais poser la question de savoir est-ce que les enseignants sont des leaders. Et après cela, il y a quand même, quand on demande, est-ce que tout le monde peut être leader? Donc on pense qu'il faut peut-être faire un lien avec la religion, avec la spiritualité, parce que quand vous êtes leader, tout le monde peut être leader. Pour d'autres, pour d'aucuns, tout le monde peut être leader. Lorsque vous décidez peut-être d'être un leader, lorsque vous avez peut-être envie de devenir leader, vous priez, vous demandez à Dieu de vous aider, ça va venir, vous allez devenir leader en CRIF. Et après cela, il y a quand même un syndicat, le censeur qui fut syndicaliste qui disait qu'il a fait 13 ans. Donc, il se dit qu'il est leader entre-temps. Et que maintenant, peut-être, est-ce qu'il est leader? Lui-même se pose la question. Étant donné qu'il gère un groupe, il dirige un groupe, parce qu'un censeur, c'est au-delà du surveillant. Et aujourd'hui, il dirige un groupe. Il pense que entre-temps, il fut leader. Aujourd'hui, est-ce qu'il est? Il ne sait pas. Et après ça, on a quand même remarqué le délégué, le jeune, qui s'exprime très bien. Quelqu'un qui m'a épaté d'ailleurs, parce que quand je regarde quelqu'un à son âge qui s'exprime comme ça, qui pense déjà qu'il doit être un leader, et il s'affirme. Il a dit qu'il s'est déjà affirmé à ses professeurs en début d'année, et ils l'ont beaucoup aidé parce qu'ils ont su qu'en ce tome, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut ressortir si effectivement on l'accompagnait. Et aujourd'hui, on a vu qu'il est quand même grand. Et peut-être les professeurs ne se sont pas trompés à son insu. Aujourd'hui, il est celui qui s'exprime très bien, qui s'en sort dans des situations grandioses. Franchement, voilà ce que je peux dire par rapport à l'élément. Très bien. Alors, Coach Fiera, tout le monde peut-il être leader ou est-ce qu'on peut être leader avant et ne plus l'être après? Merci Brunel. Vous savez, personne ne détient le monopole du leadership. Personne. Le dire, c'est rendre Dieu jaloux et prêter des intentions à Dieu, tout comme s'il a choisi certains pour diriger les autres pour ne pas diriger. Non, ce n'est pas l'intention de Dieu. Dieu n'est pas aussi mauvais pour donner du bon à certains et du mauvais à d'autres. Pas du tout. Tout part du centre d'intérêt. La volonté est le premier pied qui déclenche la réussite, qui déclenche le succès, qui déclenche la concrétisation de toute aspiration, notamment le leadership. Le vouloir, je veux, tout part de là. Je veux. Vous savez, je disais dans mon développement que le leader, le premier moyen qu'a le leader, c'est son charisme. Et le charisme se définit, je me reprends, comme un don exceptionnel accordé par Dieu à une personne pour conduire ou pour servir tout le monde, sans exception. Mais pour servir tout le monde, on n'a pas forcément besoin d'être un leader. C'est ça. Ah oui, la nuance est là. Pour servir la communauté, on n'a pas besoin d'être un leader. Pour servir la communauté, je ne suis pas obligé de me retrouver dans une position où j'ai toute une équipe derrière. Parce que la définition de leader, on ne doit pas le perdre de vue. C'est une personne qui a la capacité de conduire un groupe, de diriger une équipe. Mais si je n'ai pas une équipe, alors? Donc vous comprenez aisément avec moi que tout le monde, a priori, peut être leader, mais de fait, tout le monde ne sera pas leader. Pas de par notre position, de par notre don, de par notre domaine de compétence ou notre qualification professionnelle, nous ne sommes pas appelés ou nous n'avons pas une équipe derrière. Mais c'est toujours mieux de se préparer pour. C'est toujours mieux de vivre un état de leader même si on n'a pas une équipe. Parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais un jour, vous pouvez être en position de diriger une équipe ou de conduire une équipe. Alors, il faut mieux être leader. Vous savez, c'est difficile. C'est un exercice très difficile de se qualifier de leader. C'est un exercice très difficile. Parce que la sagesse nous apprendra, pour mieux voir, il faut se mettre en retrait. Pour mieux voir, il faut se mettre en retrait. Alors, vous pouvez avoir une impression de ce que, est-ce que je ne suis pas un leader? Mais c'est les autres qui vous appellent leader. C'est eux que vous dirigez. Et Jean-Paul Sartre nous dira les 3 états d'un être humain. Ce que je pense être, ce que les autres pensent que je suis, et ce que je suis réellement. Donc je peux penser être un leader, mais au regard de ce que je dirige, je n'en suis pas un. Alors, la problématique, le questionnement, qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce que c'est eux que vous dirigez. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Lorsque cela, vous savez, en 2015, quand je finissais ma formation de coach,
Mes premiers visuels, je ne mettais pas coach. Je mettais toujours accompagnateur en coaching, accompagnateur en développement personnel. Je veux qu'un jour, on commence par me dire, tu es un coach, tu es un coach, tu es un coach. Et quand j'ai commencé, ça revient plusieurs fois, je dis, bon, ça veut dire que je le suis. Parce que ça vient des autres. Il est vrai, après ma formation, j'ai officiellement le titre. Mais est-ce que de profession, est-ce que dans l'impact que doit impliquer, que doit susciter, que doit créer le coach, est-ce que je le fais? Il en est de même, je le fais. Je fais un parallélisme avec le leadership. Je suis leader, je dirige les autres. Mais est-ce qu'ils se sentent à l'aise avec moi? Est-ce qu'un jour peut dire, si notre maître était là? Vous savez, Jésus ne s'appelait pas leader. Non. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas faire du leadership et ne pas vous appuyer sur ces livres de vie. Ce n'est pas de la religion. Le Coran, la Bible, ce n'est pas de la religion. C'est des livres de vie, ce sont des livres de développement personnel. Mais à un moment donné, Jésus appelle ses disciples et dit, mais qu'est-ce que je suis pour les gens? Et on dit, pour certains tu es Élie, pour certains tu es Moïse, pour certains tu es Jean, pour certains. Et ils disent, mais pour vous-même, qui me côtoyez, qui suis-je pour vous? Vous ne pouvez pas vous dire, je suis leader. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous, ceux qui vous suivent? Ceux qui m'écoutent, est-ce que je suis un coach? Parce que le coach, implicitement, doit être un leader. C'est ça la norme. Mais est-ce que nous le faisons? Point d'interrogation que les téléspectateurs ou peut-être ceux qui nous côtoient peuvent répondre. Mais c'est aux autres de nous donner cette attribution. Et lorsqu'ils vous le donnent, un jour commence le plus dur des labeurs, le plus dur des travail. Parce que vous devez maintenir ce cap. Chaque personne doit se retrouver en vous. Vous déclenchez une motivation exceptionnelle. Vous savez, pas opposition au manager qui a déjà l'avantage de l'autorité. L'avantage de l'autorité. Pas lorsque on dit vous êtes directeur général. Je ne suis pas obligé d'être un leader. Quand on me nomme directeur général, je m'appuie sur les tests. Le directeur doit, il sanctionne. Mais le leader n'a pas besoin de tests. Le leader n'a pas besoin de règles. Lui s'intéresse aux individus. Pendant que le manager, tu viens à 8h15 et lui demande d'explication. Pourquoi tu es venu? Ça fait la 3e fois et tu lui dis. Le leader t'appelle dans son bureau. Mais madame, c'est pas normal ce que vous faites. Ça fait la 3e fois. Donc, vous voyez, c'est l'autre qui doit se dire, en lui, je me retrouve. Et quand ça vient plusieurs fois, quand tout le monde le dit, alors vous êtes un leader. Mais les deux sont indispensables dans une organisation, dans une entreprise. Parce que pendant que le manager s'appuie de façon tout carrée, le manager, lui, c'est un cartésien. Lui, il ne veut pas savoir ta situation personnelle, lui s'en fout. Lui, il applique les tests, il applique les règles. Parce que pour lui, il a dit, vous devez avoir tel résultat. Donc, c'est au prix, parfois, des collaborateurs que lui atteint ses résultats, qu'on lui donne son trophée. En haut là-bas, s'il a une hiérarchie. C'est au prix des collaborateurs, c'est au prix des employés. Il peut vous sucer, on dit 8 heures de travail, lui peut faire 12 heures par travail, lui s'en fout. Les gens pour lui, c'est qu'on dit, vous avez atteint les résultats. Mais le leader doit être à côté du manager pour faire la conciliation, pour qu'il y ait l'équilibre. Et c'est pour ça, celui à qui l'on revendique, ou bien à qui on recommande cet esprit de leadership dans une entreprise, ce n'est pas forcément le directeur, mais c'est celui qui est chargé des ressources humaines. C'est lui qui a pour première mission la cohésion sociale au sein de l'entreprise. C'est lui qui a pour mission assurer un climat social apaisé, détendu, pour qu'on ne vienne pas au travail d'un air grippé parce qu'il y a le salaire. Il y a des gens, s'il n'y avait pas le salaire, ils ne viendraient jamais dans cette entreprise. Mais ce n'est pas normal. Ça veut dire que le chargé des ressources humaines, peut-être en complicité avec le directeur, n'ont pas le sens du leadership. Parce que le leader s'intéresse à chaque individu. Je l'ai dit dans ma... Et là, j'ai cité les caractéristiques. L'individu, pourquoi lui, il est comme ça? Et à un moment donné, ça ne veut pas dire que le leader ne prend pas des sanctions. Le leader prend des sanctions. Mais il prend des sanctions lorsqu'il voit que celui-là, il fonce. Il ne veut pas changer. Il résiste au changement. Et vous avez constaté que dans les organisations, ceux qui sont souvent des leaders n'ont pratiquement aucun poste officiel. C'est peut-être un simple employé. Parfois même, c'est le vigile qu'on voit en bas et qu'on banalise. Pourquoi? C'est lui qui accueille les gens. C'est lui qui matène les gens. C'est lui qui les reçoit. Le chef, lui, il est en haut là-bas. Il ne voit que les règles. Et par conséquent, la dimension humaine semble être amenuisée. Je ne dis pas a disparu, mais sans être amenuisée. Donc, pour conclure, manager, leader, les deux sont indispensables. Il y a un lien de complémentarité et non de contradiction entre les deux. Et leur présence permet d'accélérer. Parce que le manager aide aussi le leader à ne pas laisser dominer les sentiments et régender les choses au moment opportun. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas tout laisser aux sentiments, sinon on n'évoluerait pas. Voilà. Alors, justement, un autre responsable qui nous parle de son expérience, n'est-ce pas? Vous avez pu l'interviewer. Absolument. Est-ce que
coach a souligné un fait tout à l'heure. Est-ce que c'est soi-même qui se dit leader ou ce sont les gens qui vous désignent leader? On suit et on revient. On ne se dit pas leader, mais c'est l'entourage, le milieu dans lequel vous êtes, l'exercice de votre métier, de votre job, qui fait de vous un leader. Vous savez, pour les petites blagues même que je mène, on me parle déjà de leader d'opinion, on m'attribue cela. Dans les responsabilités, dans la gestion que je fais, on m'attribue aussi ce titre de leader. Moi, dans la pratique, quand je prends une action que je décris, je me mets dans mon congolo, qu'est-ce que je dois faire, premièrement, deuxièmement, troisièmement. C'est-à-dire, il faut être un homme de priorité, un homme de principe qui déjà passe à l'enjeu que vous avez devant vous, comment mettre en pratique cet enjeu-là pour le bon port. J'oublie parfois mes égos. C'est un atout très important. Voir devant soi l'enjeu que nous avons. Il faut avoir l'esprit d'écoute. Quand vous êtes devant le business, il faut oublier un tout petit peu le côté sympathique, là, parce que je vois Madame Diane très belle, elle est dans ma structure. Et tout ce que Diane vient dire, je fais passer comme une lettre à la poste. Non, c'est pas comme ça. Vous savez, il y a des retours positifs comme des retours négatifs. Parce que tu ne peux pas être bon pour tout le monde. Et quand vous êtes trop rigoureux, très exigeant, quand vous donnez des cahiers de charge à certains personnels qui ne veulent pas conduire à bon port ce cahier de charge, naturellement, vous êtes d'accord avec moi que ce personnel-là, ce groupe de personnel va voir que vous êtes trop méchant. Alors que le personnel que vous avez, à qui vous avez défini des objectifs et que ce personnel-là, sans vous mentir, accomplit bien sa tâche et qui est dans la vision même du chef d'entreprise, il ne peut que vous apprécier pour dire nous avons un bon patron, il est simple, il est calme, il est ouvert envers tout le monde. Pour être un bon leader, pour que les gens vous donne cette qualification, il y a des habitudes qu'il faut avoir. Vous devez savoir ce que vous voulez faire. Comment obtenir les moyens pour le faire. Avec qui composer pour arriver. On se réunit pour le profit. Donc je voudrais dire aux uns aux autres que l'intérêt personnel ne les guide pas. On n'a qu'à mettre devant, je dis bien devant, l'intérêt général. Voilà, donc, Coach Ferra, un élément qui revient à peu près sur tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Bien sûr, je respecte mon doyen, le doyen Abonement Ndegbe. Vous savez, c'est un modèle. C'est un modèle et quand je le dis, je ne me jette pas souvent dans ces qualificatifs, mais à lui, je dis c'est un leader. Vous savez pourquoi? Un leader d'opinion. Un leader d'opinion. Mais quand si vous intéressez dans son entreprise également, vous avez le retour de ses collaborateurs. C'est aussi ça qui fait le leader. Je vous ai dit, ceux que vous dirigez, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Et il a relevé quelque chose de très très pertinent. Il dit soi-même, on ne peut pas se qualifier leader. Et ça, je l'ai suffisamment révélé sur ce plateau. Ce sont les autres qui vous donnent ce qualificatif. Et lorsque vous vous mettez dans un petit retranchement, vous allez voir que le leader, c'est celui-là qui finalement n'en a pas l'air. C'est vous venez dans une entreprise, celui qui est leader, c'est celui-là qui n'en a pas du tout. Et seul celui qui est travaillé ou bien employé dans l'entreprise dira, lui, c'est notre modèle. C'est lui que nous suivons. Mais à des réunions, difficilement, le chef peut même lui donner la parole. Peut-être qu'il ne prend jamais la parole. Peut-être qu'il ne prend même jamais la parole. Et ce qui est davantage surprenant, c'est quand on finit la réunion, c'est lui qui est le chef à faire mettre en pratique ce qu'il a dit à la réunion. Alors qu'à la réunion, il n'a pas parlé. Tout le monde revient dans son bureau. C'est comme s'il y a encore une deuxième réunion dans son bureau
Ou bien, si on voit que l'entreprise est très très rigoureux, mais le chef ne permet pas que les collaborateurs se côtoient, peut-être le soir, il se retrouve quelque part chez lui ou quelque part, et c'est lui qui donne les directives pour appliquer ou bien pour faire respecter ce que le chef aurait dit le matin. Mais vous comprenez donc, si le chef peut parvenir, le chef qui est lui dans son manteau de manager, peut se donner la peine d'identifier le leader de son entreprise, il aurait un personnel vraiment très au point. Voilà, merci. Très au point. Alors, est-ce que vous savez ce que vos collaborateurs disent de vous? Déjà, est-ce que vous le savez? Absolument, oui. D'accord. Bon, si vous ne voulez pas le révéler, c'est pas grave. Non, mais il faut ne pas être vraiment chef d'équipe. Il faut ne pas être vraiment ouvert d'esprit pour ne pas savoir ce que les collaborateurs pensent de vous. Camille Azonpeon. Merci donc d'être avec nous, avec vous. Le mot du jour, il s'agit de vision. Le mot vision vient du latin visio et signifie l'action de voir. Oui. Et c'est un mot qui désigne en physiologie, en médecine, la perception par l'œil de la lumière, des couleurs, des formes. Et c'est l'ensemble des mécanismes physiologiques par lesquels les radiations lumineuses reçues par l'œil déterminent des impressions sensorielles de nature variée. On dira par exemple avoir le sens de la vision ou bien souffrir de troubles de vision. Et dans le domaine de la parapsychologie, le mot vision peut désigner un objet non présent mais qui s'offre à la vue. Par exemple, parlant du phénomène des obsessions ou bien des cauchemars. Et là, il peut s'agir aussi d'une représentation mentale, imaginaire, souvent pathologique. Dans ce cas, on parlera comme synonyme de fantasme, de mirage, d'hallucination, d'illusion, de chimère. Dans le domaine du management ou du développement personnel, le mot vision désigne cette projection dans le futur, de ses plans, de ses programmes, de ses ambitions. C'est cette disposition de l'esprit qui nous amène à nous projeter dans un futur proche et ou lointain. On dira par exemple que ce président est un homme politique de vision et non un homme à vision. Un homme à vision, c'est un homme qui déraisonne. Dans le domaine de l'argumentation et de la rhétorique, la vision désigne cette conception, ou bien le point de vue que l'on peut se faire sur un sujet ou bien sur un thème. Bien, j'ai ma vision sur tel phénomène, sur le phénomène de la musique populaire, par exemple, bien de la dépigmentation, etc. Alors, comme antonyme possible du mot vision, oui. L'antonyme possible du mot vision, selon le cas, selon le contexte, on peut parler de tâtonnement, de myopie, d'aveuglement, bien d'errance, etc. Une ou deux citations très rapidement avant de finir avec cette partie. Une vision n'est qu'un rêve. L'action sans la vision ne mène nulle part. Et une vision accompagnée de l'action peut changer le monde. Une citation de Lorraine Estlé. Voilà, madame, ce que je peux vous dire très rapidement sur le mot vision ce matin. Merci beaucoup, Camille Azonpeon, avec vous. Donc, oui. Nous avons pu avoir tous les détails concernant ce mot. Un homme de vision et non un homme à vision. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, madame. Habib Khodon. Bien sûr, c'est vrai qu'on ne peut pas tout entendre des collaborateurs. On ne peut pas tout connaître des collaborateurs. Il y a des bruits qui courent par les couloirs. Et quand on fait peut-être parfois attention au bout de couloir, et ces bouts de couloir ne sont d'autres que des collaborateurs parmi des collaborateurs ou des amis des collaborateurs qui vous permettre de pouvoir entendre, de pouvoir savoir ce que les collaborateurs, les amis pensent de vous, d'une part, c'est ça. Mais d'autre part, c'est aussi votre type de leadership. Lorsqu'il est participatif, lorsqu'il est bienveillant, ça permet aux collaborateurs de vous dire face à face, je pense cela de vous, je crois que vous faites ci, je crois que vous faites ça. J'aurais voulu que vous puissiez changer la manière de parler, la manière d'agir, la manière de vous comporter. Et parfois, lorsque vous arrivez aussi à organiser des choses sans tabou, vous discutez à bâton rompu,
vous avez la capacité d'entendre, de savoir ce que les collaborateurs pensent de vous. On est passé aujourd'hui de cette forme d'expression où pratiquement les chefs d'entreprise mettent en place carrément des boîtes à suggestions de manière anonyme, où on permet carrément aux collaborateurs de manière anonyme d'exprimer, de dire ce qu'ils pensent soit de leur directeur, soit de leur hiérarchie, soit de leur leader, soit de leur ami, de leur collaborateur. Et quand on vient à ouvrir ces boîtes à suggestions, on parvient à découvrir réellement qu'est-ce qu'on pense de ce leader, de ce directeur, de ce supérieur hiérarchique. Donc, je peux vous dire que je sais ce que les collaborateurs pensent de moi, mais pas à 100%. Très bien. Alors, vous avez dans votre développement parlé de leadership participatif, de leadership stratégique il y a quelques minutes. C'est important de finalement savoir quels sont les types de leadership qu'on peut distinguer et bien entendu leurs caractéristiques, parce que chacun avec ses compétences pourra se diriger vers l'un ou l'autre de ces types de leadership. Coach Fira. Merci beaucoup. Vous savez, lorsqu'on parle du leadership, la classification est variée. Nous avons plusieurs écoles. Il y en a, certains pensent qu'il y en a 5, d'autres 3, d'autres 7. Mais en management, puisque après tout, il faut revenir à la science. En management, on nous enseigne 3 styles de leadership. Et ces 3 styles viennent de Lewin Kut, qui est un psychologue. Et c'est une découverte qui a été consacré, bien c'est un travail qui a été consacré en 1939. Lewin Kut estime qu'il a 3 styles de leadership. Le premier style, c'est le style autoritaire. Le style autoritaire où le leader s'appuie sur sa fonction pour gouverner, pour diriger. Cela fait lien avec la pleine interprétation du manager. Parce que, après tout, le manager, quoi qu'on dise, dirige une équipe. D'ailleurs, il dirige une équipe. Mais il s'appuie sur les pouvoirs que lui donnent les attributions de sa fonction pour diriger. Si vous voulez, je présente les avantages et les inconvénients en même temps. Lorsque nous sommes à l'école du management des organisations, on nous dira que dans une entreprise, le style qui permet de vite atteindre les objectifs, c'est le style autoritaire. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est vrai. Parce que l'être humain, nous sommes des êtres de résistance, de nature. Nous sommes des êtres de résistance, ce qui rend la tâche plus dure parfois au leader. Parce que le leader veut créer la conciliation. Le leader veut créer une volonté manifeste que vous a donnée naturellement, sans qu'il y ait de contraintes. Mais en économie, on nous a enseigné que l'État, dans son rôle de régulateur, doit être un État gendarme. Pareil, la peur du gendarme est le début de la sagesse. Par conséquent, le style autoritaire, c'est ce style qui amène l'employé, bien qu'il soit cloisonné, ou bien, non pas rester focalisé sur les employés, les autres membres de l'équipe. Pour rester en termes d'organisation, les autres membres de l'équipe à rester cloisonnés, frustrés, et à trembler au son et à la tempête de votre pouvoir. Donc ça, c'est le premier style de leadership, le style autoritaire. Nous avons à l'opposé le style laisser-aller, ou ce qu'on appelle le style de délégation. Le style laisser-aller, c'est le chef qui, parce qu'il ne veut pas de problème, est à la limite, mettez-moi le terme, je m'excuse du peu, chers téléspectateurs, à la limite, lâche. C'est quoi le... Je m'explique, pour ne pas paraître grossier. Il laisse tout faire. Vous venez à 8 h, il ne dit rien. Vous venez à 9 h, vous venez à 10 h, lui, ce n'est pas son problème. Parce qu'il le fait, parce qu'il a été mis là. Et c'est ce cas se remarque lorsque dans vos employés, ou bien dans vos collaborateurs, ou bien parmi les membres, les coéquipiers, votre supérieur a des affiliations, a des accointances avec certains membres. Et vous croyez qu'en faisant des remontances, qu'il n'aille se plaindre à votre hiérarchie, ce qui peut vous coûter votre poste à vous. Finalement, d'accord. Donc, vous dirigez, mais finalement, vous ne tenez rien en main si ce n'est que votre bic pour signer les papiers. Et vous laissez tout le monde faire. Mais il y a la troisième forme de style, qui est le style participatif. Dans le style participatif, qu'on appelle encore le style démocratique, et vous comprenez pourquoi nous avons finalement fait de la démocratie le modèle par excellence de gouvernance, c'est que chacun donne de sa voix. Chacun s'exprime. Chacun s'exprime et là, il y a une saine ambiance. Et c'est que le chef a pu faire ce travail de cerveau collectif.
Le cerveau collectif, on ne peut pas être leader sans créer, sans faire ce travail, sans faire asseoir le cerveau collectif, qui est le noyau. Le cerveau collectif, c'est comme ce qui nous réunit. Ce qui nous réunit, ce n'est pas nos origines, ce n'est pas nos diplômes, mais c'est d'abord ce qu'on met au milieu de la table et tout le monde s'agrippe autour. Et un peu comme cette dialecte ou bien un peu comme cette anecdote du roi Guézo, nous retrouvons pour élever, pour boucher la jarre trouée. Oui. Le leader doit pouvoir donner des orientations. Donc celui qui voit des situations et fixe des objectifs, il a des plans de développement stratégique qui permettent de voir loin, voir tout ce qui peut produire des changements à l'avenir. Ensuite, il doit tout faire pour convaincre les gens qui sont avec lui de ces changements-là et des orientations qu'il donne et motiver tout le personnel qui est autour de lui pour amener tout ce monde-là à adhérer à ces idées. On voit le leadership en entreprise et le leadership aussi en politique. En entreprise, c'est quand tu fais tout lorsqu'il y a un changement et que tout le monde est désarçonné. Et toi, tu réfléchis, tu essayes d'amener les gens à voir que ces changements-là peuvent se traduire en des actions positives pour la société et amener tout ce personnel à adhérer à tes idées, à adhérer à ta nouvelle vision. Au niveau politique, vous devez voir qu'il faut donner de nouvelles idées au peuple, il faut donner de l'espoir au peuple. Il faut dire, avec ces idées-là, on peut arriver à produire des changements qualitatifs au niveau donc de votre manière de vivre, au niveau de votre manière de penser, etc., etc. Et en fait, le leader doit pouvoir faire des petites révolutions pour permettre aux populations de le suivre. Le leader doit d'abord réfléchir à tout ce qui peut subvenir. Par exemple, au niveau donc de notre structure ici, nous avons connu des périodes qui ne sont pas des périodes enviables. Nous avons connu des hauts et des bas. Il n'y a pas une entreprise dans ce monde qui ne peut pas connaître des hauts et des bas. En cas du fait que vous baissez vos actions, vos activités et autres, c'est que vous êtes en bas. Il va falloir se relever. Et c'est seul le leader qui peut motiver les gens à se relever. Nous, on fait de la maîtrise d'ouvrage délégué. On voit que à un moment donné, la maîtrise d'ouvrage délégué ne donne pas autant pour permettre de payer le personnel et autres. Donc il a fallu faire une réflexion, avoir de la vision, voir quels sont les nouveaux produits que nous devons embrasser pour permettre à ce que l'entreprise puisse s'accroître de plus et permettre à ce que les employés soient payés, à ce que nous puissions faire des investissements, à ce que nous puissions aller plus loin. Donc, à un moment donné, nous avons fait cette réflexion stratégique et nous avons vu qu'il est nécessaire d'aller dans l'immobilier, d'aller dans le partenariat public-privé, d'aller à l'international pour permettre à l'entreprise de renaître de sa position. Le leader ne doit pas s'énerver. Le leader doit garder son sang-froid et doit affronter toutes les situations. Le leader, c'est un homme, comme tout le monde, mais à un moment donné, quand il y a des situations difficiles, il doit rentrer en lui-même. Avant de donner des réponses, il doit aller, moi je dis toujours, dormir sur cela pendant 24 heures, avant de revenir et puis répondre, donner des solutions aux problèmes qui se posent. Moi, il m'est arrivé en pleine réunion d'être pris à partie par un de mes collaborateurs violemment. Tout autre manager qui n'est pas un leader pourrait prendre une décision sur le champ, dire écoutez, fous-moi le camp, tu es viré. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tout mon temps, j'ai mis fin à la réunion. Et lorsque ma colère intérieure s'est tue, et le lendemain, j'ai fait des demandes d'explication. Et vous savez, celui-là même que je devais foutre à la porte
mais qui va m'amener à un procès, c'est celui-là même qui a déposé sa démission après. Parce que ce sang-froid que j'ai eu en face de lui, ça l'a désorienté. Le leader doit pouvoir maîtriser la situation, maîtriser ce sang-froid à tout moment. Le manager, c'est celui qui planifie, c'est celui qui fait des budgets et les approuve, et c'est celui-là qui gère les ressources humaines, gère les fonds. Donc, il y a une grosse différence entre le leader et le manager. On tend de plus en plus à confondre au management, c'est-à-dire gérer le quotidien, gérer les hommes, gérer le budget. Tandis que le leader voit plus loin, il est celui qui crée, celui qui a une vision, c'est celui qui fait adhérer sa vision à ses collaborateurs pour apporter loin l'entreprise. J'ai toujours un coup d'avance sur mes collaborateurs. Et les gens se demandent comment se fait-il que moi je pense toujours à ça. Moi j'ai toujours une longueur d'avance, que ce soit mes directeurs et autres. Et chaque fois que je leur pose des problèmes, c'est que j'ai déjà des solutions. J'ai déjà réfléchi à ça. Je dis toujours à mes collaborateurs, lorsqu'ils viennent me poser un problème, je leur dis, allez réfléchir. Moi j'ai déjà la solution, mais je lui dis, allez réfléchir. Ce qui nous manque le plus au Bénin, c'est la réflexion. Les collaborateurs n'arrivent pas à réfléchir aux problèmes. C'est ce qui un peu nous différencie des Européens, des gens qui sont dans les pays développés. Les gens n'arrivent pas du fait de nos coutumes. Parce que dans nos coutumes, c'est toujours le grand frère qui a raison. C'est toujours l'aîné qui a raison. Donc, on n'amène pas le jeune à faire de la réflexion. Lorsque, au Bénin, on définit une tâche à quelqu'un, il doit aller de A jusqu'à B. À mi-chemin, il s'arrête, il dit, bon, j'ai fait déjà ce point-là. Comment je continue? Or, il doit tout faire pour atteindre le point B. Mais du fait qu'il ne réfléchit pas, il ne prend pas soin d'atteindre lui-même le point B. Et on va même parfois au niveau donc, des secrétariats, lorsque vous dites à une secrétaire, écoute, appelle-moi telle personne, la personne va dire, mais je n'ai pas son numéro. Écoutez, votre travail, c'est de faire en sorte que d'avoir ce numéro-là. Cette personne qui est déjà venue ici, qui a demandé audience et qui a déjà venu plusieurs fois, vous n'avez pas eu le réflexe de noter son numéro. Donc, autant de choses qui peuvent faire révolutionner donc la vie chez nous, c'est-à-dire permettre aux jeunes d'être dynamiques. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quelqu'un qui fait un stage quelque part, s'il est dynamique, l'employeur ne va pas le laisser partir. Parce qu'il atteint des objectifs, il n'est pas tout le temps à demander des instructions. Il arrive à atteindre l'objectif visé par le chef. Une fois que l'objectif est atteint, le chef est satisfait. Le chef n'a aucun intérêt à le laisser partir. Le chef n'a aucun intérêt à le virer de la boîte. Une adresse aux jeunes pour dire que seul le travail paye. Et je voudrais inviter tous les jeunes à faire de la recherche. Vous avez aujourd'hui la chance d'avoir des outils performants de recherche. Je veux parler de l'Internet, je veux parler de tout ce qui entoure les nouvelles technologies de l'information. Faites des recherches. Lorsque vous avez quelque chose à faire, une interview à faire, vous avez un problème à résoudre, vous allez sur Internet, vous allez trouver beaucoup de réponses. Nous, on n'avait pas cette chance quand on avait votre âge. Vous avez énormément de chance. Vous avez les iPads, vous avez les téléphones, vous avez les ordinateurs, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vaincre la fatalité. Habib, oui, un élément très important, c'est aussi le conseil que M. Adekami nous a donné,
nous a aussi permis de savoir que le leader c'est celui qui sait relever. Quand vous tombiez, quand vous êtes en défaillance, quand vous perdez complètement l'espoir au sein de votre équipe, au sein de votre entreprise, ou lorsque peut-être vous êtes frissonné par une demande d'explication mise à pied disciplinaire, quelle qu'en soit la sanction qu'on vous présente sur votre table, le leader c'est celui qui est pour vous comme un coach, et bien plus qu'un coach, un ami, c'est lui qui sait comment vous relever, c'est lui qui sait vous donner du tonus, c'est lui qui sait vous dire, tiens, ça peut aller, il y a encore de l'espoir, tu peux te relever. Et j'ai fini par découvrir quelque chose qui est très important dans cet élément de M. Adekambi, c'est celui-ci. Avoir toujours une longueur d'avance sur nos collaborateurs, avoir une longueur d'avance sur nos coéquipiers, avoir une longueur d'avance sur l'équipe au sein de laquelle nous sommes leaders, c'est très important. Il nous a permis de connaître que les directeurs qui sont autour de lui, qui travaillent avec lui, quand il vient lui poser une question, lui présenter une situation et qu'il lui demande de réfléchir, le leader c'est celui qui n'est pas surpris. Le leader, c'est celui qu'on ne surprend pas. C'est celui qui a le réflexe, c'est celui qui anticipe. C'est celui qui peut connaître déjà bien avant 24, 48 heures ce qu'un collaborateur, un ami, un coéquipier peut lui présenter. C'est celui qui parfois même peut arriver à lire dans la pensée du collaborateur, du coéquipier ou de ce qui fait partie de votre équipe. Merci. Coach Vieira, vous m'avez suivi presque religieusement. Vous savez, je soupire parce que le doyen Raymond Adekambi, c'est un modèle. On dirait que j'ai participé au casting avec Diane, puisque les deux intervenants, les deux personnalités, sont des personnes pour qui je vois un grand respect. Vous savez, il y a des modèles. Nous qui assistons les entreprises dans le management des organisations et autres, dans le coaching, nous ne pouvons pas faire ce travail si nous n'avons pas de repères. Et le doyen Raymond Adekambi en est un. Je vais être plus précis. Lorsqu'on parle de la diversification des domaines d'activité stratégiques, les DAS, il est un exemple. Aujourd'hui, vous le présentez en tant que PDG de AGETIP, mais Raymond Adekambi, c'est tout un parcours qui va au-delà de Raymond de AGETIP. Donc, cher doyen, je vous remercie beaucoup. C'est avec la chair de poule que je vous ai suivi. Merci pour ce tonus, pour cette force que vous nous donnez constamment. Et de son intervention, j'ai pu retenir deux choses fondamentales. Il a dit beaucoup de choses qui sont toutes pertinentes par ailleurs. Mais je retiens fondamentalement deux. La première, c'est la conviction. Il dit que le leader doit convaincre ses membres. Vous savez, je parlais un peu avant son intervention du cerveau collectif. Oui. Et il a illustré dans son parler. Il faut faire attention à tout son être quand il parle. Il parle chaque fois de l'entreprise et non de chef de l'entreprise. Il dit chaque fois l'entreprise. Ça veut dire que l'employeur lui-même, directeur général, se met comme un employé de l'entreprise. Oui. Et quand c'est comme ça, l'employé ne dit pas qu'il travaille pour vous. Il dit, je travaille pour l'entreprise. Le chef même ne dit pas que mon employé travaille pour moi. Il travaille pour l'entreprise. Et cela est davantage illustré lorsqu'il évoque son expérience ou lors d'une réunion, il a été violenté par verbalement, je pense. Hein, puis si c'était physiquement là, aucune excuse ne serait admise. Mais violenté par un collaborateur, vous avez vu, il a 24 heures après, il est revenu le lendemain dans le temps de donner une demande d'explication. Et puisque, de par sa nature, je confirme, on ne le trouve jamais là où on l'attend, l'employé s'attendait à ce que des décisions ou des sanctions soient prises in extenso, mais il est reparti, il a suspendu la réunion et revenu, il apprend que cet employé avait déjà déposé sa démission. Vous voyez, être un leader, c'est difficile. C'est difficile parce que si vous voulez diriger en tant que manager, vous avez les tests. Vous appliquez les tests, vous appliquez le règlement intérieur. Si vous avez un manuel de procédure, vous en faites comme bréviaire pour sanctionner et ça passe. Mais quand vous voulez être un leader, vous acceptez les critiques, vous acceptez essuyer les humiliations comme il a subi et vous revenez encore une fois comme un père de famille. C'est délicat, vous revenez comme un père de famille. Eh bien, merci Diane pour tous ces éléments que vous avez réalisés pour l'émission de ce matin. Alors, leadership autoritaire, leadership laissé aller, leadership participatif ou démocratique. Vous vous retrouvez où dans tout cela? Merci pour la question. Il faut reconnaître que les dirigeants ou les chefs d'équipe alternent entre les différents types de leadership. Nous ne pouvons pas pratiquer le même style de leadership chaque fois. C'est en fonction de la situation qui se présente
à nous, c'est en fonction de l'événement que nous traversions que nous puissions développer le type de leadership. Mais toutefois, il faut retenir que le leadership autoritaire, c'est vrai, paraît le plus controversé, mais paraît celui qui apporte le plus de résultats. À chaque type de leadership que nous allons alterner, je veux préciser qu'il serait convenable et très productif que nous puissions ajouter quand même de la bienveillance, même si c'est autoritaire, même si c'est participatif. Quand on apporte un peu de la bienveillance, c'est-à-dire quand on dit l'humain avant tout, l'être humain avant tout, on finit par réaliser que plus nous permettons à ce membre de l'équipe, à cet employé, à ce coéquipier, plus nous lui permettons de savoir qu'il est important, qu'il est utile, on peut réaliser qu'avec lui, on aura plus de performance. Lorsque l'être humain, lorsque le collègue, lorsque le coéquipier découvre en son leader, découvre en son manager, ou découvre en celui qui le coach, que cette personne met à son actif un peu d'amour, un peu de l'humanisme, il est plus enclin à apporter assez de performance, assez de fidélité. Donc nous allons dire que chaque fois, il faut savoir alterner entre les différents types de leadership en fonction de la situation que nous avons bien en face de nous. Très bien. Alors, avant de donner la parole au coach Vieira, Diane Onyeojie, entre ces trois types de leadership, j'allais dire, est-ce que vous vous retrouvez dans l'un de ces types ou est-ce que vous avez eu l'opportunité de côtoyer l'un au-dessus de l'autre? Oui. Je pense que côtoyer est mieux. Oui. Parce que là, je ne suis pas leader. Je pense que j'ai eu à côtoyer, peut-être, ou je côtoie encore le leader participatif. Voilà. Parce qu'à la télé, au boulot, je pense qu'ici, c'est participatif, et donc je côtoie toujours. Et on nous donne je nous donne quand même l'opportunité de s'exprimer. Il écoute, il a l'esprit d'écoute, il écoute tout le monde pour pouvoir peut-être, même s'il faut faire peut-être ses choix. Après, il donne quand même l'opportunité aux gens de s'exprimer. Donc, je côtoie toujours le leadership participatif. Voilà. Et c'est le meilleur selon vous? Selon moi, c'est le meilleur d'ailleurs. C'est le meilleur parce que quand vous êtes un chef, il faut, je pense qu'il faut peut-être savoir écouter. Savoir écouter les gens, même si vous n'allez pas mettre en exécution tout ce qu'ils vous disent, mais quand même écouter et savoir faire la part des choses, savoir choisir. Parce que dans tout ce qu'on dit, même si le tout n'est pas bon, il y a quand même quelques-uns qui sont quand même bons, que vous essayez quand même de choisir et de travailler ça, même si ce n'est pas exactement ce que vous voulez. Mais ça vous donne quand même des idées, d'autres orientations pour pouvoir savoir comment est-ce qu'il faut mener une situation, comment est-ce qu'il faut gérer cette entreprise-là. Parce que je prends un exemple, si vous êtes 10 dans une entreprise et que parmi ces 10, il y a quand même, vous donnez la parole à tout le monde, il doit pouvoir avoir quand même 3 ou 4, même si le tout n'est pas bon. Vous allez quand même choisir, même si vous ne le dites pas que vous ne le dites pas que c'est bon ce que vous avez dit. Mais ça vous donne encore d'autres idées. Et même si peut-être vous étiez limité dans vos réflexions, ça vous amène quand même à réfléchir plus. Ah mais tiens, je n'avais pas pensé à ça, mais le collaborateur m'a donné cette idée. Donc je pense que le leadership participatif, c'est le meilleur par rapport aux autres. Très bien. Alors, coach Vieira, justement, est-ce qu'il y a un type de leadership qui est meilleur par rapport à l'autre? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, le leadership le plus recommandé et par excellence, c'est le leadership participatif. Bien que le leadership autoritaire permet de vite atteindre les objectifs de l'État, mais c'est auprès de ses collaborateurs, c'est auprès du sacrifice de la pression que vous mettez sur eux et parfois contre leur volonté. L'être humain doit être un être épanoui. La première raison pour laquelle l'homme doit travailler, c'est d'abord être épanoui. Ce n'est pas pour le salaire. C'est pour ça que vous allez trouver certains, dans certains cas, permettez la tautologie qui doit être bien comprise quand même. Ils ne gagnent pas grand-chose, mais vous leur donnez, mais toi pour ce salaire, il faut quitter, mais ils ne quittent jamais. Parce que je viens au boulot le cœur dégagé. Je viens au boulot par volonté et avec le sentiment d'avoir fait quelque chose. Il n'a rien de plus beau que de brandir un travail, un trophée et dire c'est grâce à telle personne. Vous avez, Diane, pour être honnête, dira toute sa fierté parce qu'on a tous compris. Tous les téléspectateurs, ma foi, vont apprécier ces éléments qui ont été réalisés avec son leadership, bien entendu, si elle dit qu'elle n'est pas leader, mais le travail est là qui te montre leader. Ouais, vous. Donc, lorsque vous êtes dans le leadership, laissez aller par contre, vous êtes chef, mais vous n'avez pas de casquette. Je commence déjà par éliminer
Vous êtes chef, mais c'est juste, comme je l'ai dit, pour tenir votre but et signer les choses. Mais à part ça, rien. Chacun, c'est comme la cour du roi Péto, chacun fait ce qu'il veut. Mais le leadership participatif, le leadership démocratique, qui est aussi synonyme par ailleurs, a l'avantage de donner à chacun sa place. A l'avantage de donner à chacun sa place. Et autour de la table, le respect dévolu au chef lui est concédé. Le respect dévolu à chaque membre, à chaque moyen du système lui est dévolu. Et en amont, les responsabilités sont bien situées. Et chacun sait répondre de sa responsabilité. Chacun sait répondre des bévues qu'il aurait survenues dans l'exercice, dans son service, dans son département. Parce qu'on ne perdra pas de vue que responsabilité avant tout vient c'est répondre, respondere. Répondre. Mais quand le chef tonitruant empêche l'employé de s'expliquer, il subit l'injustice parfois du chef. Parce que lorsque tel département de soucis, bien tel service a connu une légèreté dans son service ou dans ses fonctions, il y a certainement une raison. Et il faudrait bien que le chef donne l'occasion à ce collaborateur de s'expliquer. Son explication peut l'innocenter, comme s'il peut bien entendu le culpabiliser. Mais dans tous les cas, et les juges seront d'accord avec moi, un procès équitable, c'est d'abord le droit de la contradiction. Et il faut permettre aux gens de s'expliquer. Il faut faire installer le cerveau collectif, c'est important. Lorsque le cerveau collectif est là, et on dit le chef t'appelle, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais qu'il ne m'appelle pas pour sa volonté, ou bien pour son plaisir personnel. Il m'appelle pour la cause de l'entreprise. L'entreprise qui est une organisation, la somme des entités. Il ne faut pas oublier ça, la somme des entités. C'est ça une entreprise d'abord. Le style participatif vous permet à un moment donné d'être autoritaire. Parce qu'on n'a jamais dit qu'à une réunion, c'est ce que les employés disent qu'il faut respecter. Donc cela inclut donc il y a une part de style autoritaire, bien que nous soyons dans le style démocratique, participatif. Lorsque le chef est là, et nous disons quand quelqu'un vient en retard, il faut l'appeler pour comprendre. C'est une manière de laisser aller, mais une laisser aller un peu encadrée. Voyez-vous? Donc il y a une part du leadership laisser aller ou délégataire dans le leadership participatif. Donc le leadership participatif, c'est un bouquet qui comprend une part de l'autoritaire, une part de laisser aller, mais ce que ça priorise, ce que ça sauvegarde, c'est le sentiment d'appartenance. C'est au nom du sentiment d'appartenance qu'un employé va dire à un client, à un prospect qui deviendra un client, bien entendu, viens chez nous. Mais s'il n'y a pas le sentiment d'appartenance, on le voit souvent, va chez l'autre, va là-bas, parce que c'est que là-bas, il a son intérêt. Or, quand ça vient ici, il n'a que son salaire, comme d'habitude. Rien ne va s'égraffer. Il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de motivation supplémentaire. Donc, c'est au nom du sentiment d'appartenance. Où partout je passe, je porte le manteau, la casquette de l'entreprise, c'est au nom de ce sentiment qui est à l'actif du chef. Puis, c'est au chef de faire ce travail. L'employé vient naturellement pour servir, mais c'est à vous de l'amener à servir davantage. Je me reprends. L'employé vient naturellement pour servir, mais c'est à vous, chef, de l'amener à servir davantage. Et quand c'est comme ça, il vous sert avec toute son âme, tout son esprit et tout son corps. C'est ça. J'ai quand même une question. Je m'en vais demander, est-ce que c'est possible ou bien est-ce que c'est nécessaire d'aller vers une formation avant d'être leader? Parce qu'un intervenant l'a dit tout à l'heure. Leadership. Ah oui, on a besoin de formation. On a besoin de formation parce que le leader, c'est complexe. Vous constaterez qu'il y a plusieurs compartiments. J'ai parlé de l'éloquence, l'oratoire. J'ai parlé du management. Il faut aller à l'école du management. J'ai parlé de la gestion financière. Parce qu'il ne faudrait pas qu'en donnant la parole, en donnant la place aux autres, il ne faudrait pas qu'ils vous conduisent dans l'erreur. Vous devez savoir les tenants, les implications, les incidences de point de vue financier. Et vous devez comprendre que le leader, c'est quelqu'un qui apprend tout le temps. C'est quelqu'un qui apprend tout le temps. C'est un éternel apprenti. Et lorsqu'on parle d'éternel apprenti, il se forme. La formation n'est pas celle classique que nous savons. Même avec vos ouvrages, c'est des gens qui lisent beaucoup. Vous voyez, prenez... je parle de lui avec une pensée chargée d'émotion. Nelson Mandela. Nelson Mandela, qui est un leader de tous les temps. Il est vrai, après on en a connu beaucoup. Mais Nelson Mandela est assez particulier parce que lorsqu'il a eu le pouvoir en 1994, il a fait de son vice-président celui qui dans un instant moins un était son adversaire. Celui qui dans un instant moins un était son adversaire.
ça sort de l'ordinaire. La logique, la raison humaine n'avait compris, ne pouvait pas comprendre. Mais pourquoi il le fait? Celui qui me combat pour des raisons bien précises. Celui qui me combat pour des raisons bien précises. Si je fais de lui mon allié, alors son combat... On travaillera ensemble pour ma vision. Vous prenez Barack Obama, un leader, mais qui a comme socle l'humour et l'oratoire. Voyez-vous? Donc chaque leader a son point fort, son point d'ancrage qui permet de l'ascensionner. Puisqu'on parle de l'ascension dans le cœur de ses membres. Merci coach Fiera. Nous installons Nafissatou Assania. Nafissat, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien, vous avez le sourire aujourd'hui. Est-ce que... Ça va très bien, le week-end a été fructueux. Ah, d'accord. Bon, tout à l'heure, vous allez nous dire les fruits que vous avez récoltés durant le week-end. En attendant les messages de ce matin. Nous avons quelques messages ce matin. Nous allons commencer par celui de ADEC. Oui. Le leadership se travaille. C'est une compétence particulièrement appréciée dans les entreprises et qui ouvre assez de portes à celui qui le détient. À cet effet, pour le développer, il faut communiquer, écouter et savoir interpréter pour prendre les meilleures décisions. Un autre message? Celui de TRJ. Bonjour. Au-delà du leadership, souvent c'est à travers les autres qu'on peut savoir qui nous sommes ou qui nous sommes appelés à être. Mais nous n'y faisons pas souvent attention. Il faut que l'on évite aussi cette propagande à vouloir mettre tout le monde dans la même boîte. Cela détourne et déroute beaucoup de jeunes dans la société. Tout le monde ne peut pas être leader. Travaillons à ce que chacun trouve son chemin, car nous avons différents rôles dans la société et dans la vie. Oui. Tout le monde ne peut pas être leader. C'est vrai, tout le monde ne peut pas être leader. Mais le leadership, ce n'est pas seulement dans le domaine professionnel. Je pense que le délégué du CG, un DASA, l'a dit tout à l'heure, même dans la vie de couple, le leadership intervient. Parce que c'est au nom du leadership. Un jour, votre femme vous parle mal, mais vous êtes tout là, dressé dans votre divan, tout considéré concentré devant la télé. Mais vous acceptez, vous consommez. C'est ça, c'est aussi ça le leadership. C'est au nom du leadership, vous rentrez à la maison un jour, vous voyez votre enfant gratter votre voiture avec une pierre ou quelque chose et vous lui dites, tu fais ça demain, je te tape. Mais vous ne le tapez pas, c'est au nom. Donc le leadership intervient dans tous les domaines. On parle, il y a le leader d'opinion, même dans le domaine religieux, le leadership intervient. Et c'est le milieu par excellence dans lequel le leadership est plus vendu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas une contrepartie nette, la seule chose qui peut amener un être humain à rendre le meilleur de lui-même sans contrepartie, c'est le leadership. Vous allez à l'église, il n'y a pas de salaire là-bas. Vous allez à la mosquée, il n'y a pas de salaire. Mais les gens se proposent avec dévotion, avec engouement à servir. Donc le leadership ne voit pas ça seulement dans le côté professionnel, mais tous les domaines de la vie, même en milieu familial. Vous allez en réunion familiale, c'est au nom du leadership que vous faites une bonne médiation. Et parfois, notre tradition a compris, on voit des jeunes de 12 ans, 13 ans, mais qui sont consacrés rois. C'est au nom du leadership que certains, les parents parlent mal entre eux. Au nom du leadership, ils disent non, vous recadrez, bien que vous soyez enfant. Donc le leadership, moi, j'invite tout le monde à être des leaders, bien que votre profession, bien que votre métier ne vous l'exige pas, mais nous sommes des êtres de société. Merci, coach Fiera. On poursuit. Oui, le tout dernier message nous vient de DKJ. Le leadership est une capacité à découvrir le meilleur qui est en soi. Elle passe d'abord par le développement personnel qui est basé sur la confiance en soi. Cette capacité manque à beaucoup d'entre nous. Pour découvrir et exercer son leadership, il faut avoir lu assez de livres qui abordent ce principe ou se faire former dans cette discipline. J'ai eu la chance de lire le livre de Roland Bessango, intitulé « La mentalité de la réussite ». Dans ce livre, l'auteur aborde convenablement des qualités pour être un vrai leader, mais donne des exercices pratiques qui vont bien avec nos réalités africaines. Par exemple, parler à 10 inconnus dans la journée, dire des phrases de motivation, un certain nombre de fois, faire un bilan. Très bien. Un message donc qui nous vient de DKG, des sigles qu'on essaiera d'identifier s'ils peuvent nous envoyer leur nom et leur prénom. Ce serait vraiment gentil. On voudrait bien savoir qui se cache derrière
ces lettres-là. Alors, Diane. J'essaie de penser, de réfléchir par rapport au second, mais je ne sais pas. Le premier, je sais. Là, je pense qu'ils ont tout dit. Le message qui vient... Je parle des sigles, bien sûr, des noms. Voilà. Le second, DKG, je pense qu'il a tout dit. Il a dit ce qu'il pense du sujet, ce qu'il pense du leadership. Voilà ce que je peux dire. Kotiara. Lorsqu'on parle de leadership, ce qui va être davantage intéressé dans son message, il dit qu'il y a des exercices pratiques. Et c'est vrai, il y a des exercices pratiques. Parce que le timide ne peut pas être un leader. Vous prenez tout être humain, il y a deux dimensions. Il y a la dimension introvertie et la dimension extravertie. Seul un extraverti peut être un leader. Parce que c'est l'extraverti qui naturellement, spontanément va vers les autres. Mais l'introverti reste dans son laboratoire intérieur. Nous n'allons pas faire un procès de jugement. Chacun a sa nature, on respecte. Mais puisque nous parlons du leader, un leader doit être extraverti. Et l'exercice de l'extraverti, il en a donné un. Allez naturellement vers les gens. Lorsque vous allez à une séance de prière, lorsque vous allez à une séance de formation, cherchez à comprendre celui qui est à côté de vous. Ne soyez pas complexé, bien qu'elle soit une femme. Ne dites pas si je demande son numéro, on va penser que... Non, sortez de ce cocon. Sortons de ce cocon et de ces barrières qui pensent que lorsqu'un homme s'approche d'une femme, c'est forcément pour que dans un instant plus de... Est-ce qu'on peut... En tout cas... Bref, un leader, il y a des exercices pratiques. Vous prenez l'art oratoire. Un exercice naturel, banal qui n'a l'air de rien. Prenez la peine de chanter. Parce qu'à force de chanter, vous développez votre corde vocale. Et un de ces jours où vous serez confronté à un exercice public, naturellement, votre voix va porter. Vous aurez tout au moins le timbre. Mais si la communication n'est pas que le timbre, mais tout au moins vous aurez le timbre. Si vous êtes à la maison, parfois réunissez vos frères ou vos enfants ou demandez à votre femme, reste là, je vais te parler de quelle histoire sais-je? Peut-être de la religion, peut-être de feuilleton. Et donnez-vous dans cet exercice. Lorsqu'on parle du leader, c'est aussi la capacité de diriger. Allez faire, on a parlé du volontariat. Soyez des volontaires associatifs. Soyez des volontaires. Là, vous aurez au moins des responsabilités, vous aurez des personnes à gérer. Donc, il y a tellement d'exercices pratiques. Lorsqu'on parle de leadership, faites ce qu'on appelle l'exercice du miroir. Regardez-vous dans un miroir, pas pour voir si je suis gros, si je suis mince, mais pour percer votre présence intérieure, pour percer la beauté de votre âme. Vous ne savez pas ce que ça fait lorsqu'on est dans un miroir, que je suis beau, qu'on m'apprécie, qu'on m'admire, je suis un être de changement, je suis une lumière, je suis un note d'impact. Ça crée ce qu'on appelle les programmations neurolinguistiques. On en reviendra sur notre plateau cette année. Absolument, d'ailleurs. Alors, Nafissat, avec vous également, à partir de ce matin, la pensée du jour. Alors, nous allons dire que la pensée de ce matin nous vient de Napoléon Bonaparte. Je cite, « Un leader est un dealer d'espoir ». Fin de citation. Est-ce qu'on peut la avoir pensée nous vient de oui. Napoléon Bonaparte. Un leader est un dealer d'espoir. Avant que vous n'expliquiez la citation, Nafissat Hassani, je vais quand même d'abord donner la parole à nos invités pour nous dire ce qu'ils retiennent donc de cette citation de Napoléon Bonaparte. Habib. Nous pouvons retenir à travers cette citation, un dealer est un leader est un dealer d'espoir. Ça suppose que le leader, c'est celui qui vous fait croire que l'impossible est possible. Le leader, c'est celui que pendant que vous tombiez et que vous pensez qu'il n'a aucune possibilité pour vous de vous relever, c'est lui qui vous tend la main et qui vous dit, debout, il y a encore de l'espoir. Le leader, ce n'est pas celui qui vous vend l'illusion, mais c'est celui qui vous fait croire que derrière l'illusion, il y a un espoir. Et tout leader qui ne vit pas d'espoir, tout leader qui n'a pas la magie de communiquer l'espoir, d'amener l'autre à croire l'espoir, n'est pas leader. Parce que c'est cette capacité que vous avez à inculquer en autre la force de l'espoir qui amène cette personne à croire en vous, qui amène cette personne à avoir confiance en ce que vous dites. J'ai commencé et j'ai expliqué que le leader, c'est cette personne-là qui a une vision futuriste, bien sûr, mais qui donne une communication accentuée sur la confiance, qui permet à ceux qui croient en cette vision de manifester leur adhésion, de manifester des actions pour que réussisse cette vision que vous développez, que vous présentez à ceux-là qui vous suivent. Donc, tout leader qui n'est pas empli d'espoir, qui n'a pas d'espoir à communiquer, n'est pas leader. Diane. Je dirais un leader est un donneur d'espoir, tout simplement, quand vous êtes dans une entreprise ou quand il y a le leader, où il y a une situation où l'entreprise
fonctionne mal, ou peut-être en fin du mois, par exemple, les employés n'arrivent pas peut-être à recevoir leur salaire et vous vous découragez. Le leader, dans ce sens, ne doit pas se décourager parce que c'est lui qui doit donner de l'espoir à ses employés et leur dit que voilà, tout doit bien se passer dans peu de temps parce que peut-être l'entreprise traverse une situation, un moment un peu critique et que si le leader se mettait dans cette posture, il commence pas à dire franchement je suis fatigué, il va falloir peut-être fermer la boîte. C'est que lui, je pense que ceux qui le suivent, le groupe qu'il dirige ne peuvent pas dans ce sens avoir un espoir. Ils vont se décourager également parce que si celui qui les dirige, celui qu'ils appellent leader, commence pas à se décourager, commence pas à perdre ses amis, mais commence pas à dire que voilà, je pense qu'on va devoir fermer la boîte parce que tout ne va plus, je suis fatigué. Le leader, lui, doit être capable de toujours dire ça doit aller, ça doit pouvoir aller, maintenir le cap. On n'a que peu de temps pour que tout puisse encore se relever et que tout aille encore bien. Donc je pense que le leader, dans ce sens, dans cette citation, le leader est un donneur d'espoir. Le leader est un dealer d'espoir. Vous savez, lorsqu'on parle de leader, c'est comme un Papa Noël. Hein. Puisque d'ailleurs, la période s'y prête bien, nous sommes à quelques jours de Noël. C'est comme le Père Noël qui distribue, qui rayonne d'abord, qui rayonne et qui est spectaculaire. Le côté spectaculaire vient d'où? Lorsqu'on le voit, c'est comme si naturellement il dégage une énergie qui vous fait d'abord rire. C'est comme si vous trouvez un apaisement. C'est comme si vous voyez le leader de oh là là, mais toi c'est maintenant tu viens, j'ai besoin de toi depuis des heures. C'est ça le leader. Oui. Il vient, il rassure. Mais s'il reste dans son calme le plus profond, il est expressif. C'est ça le leader. Oui. C'est comme le Père Noël. Alors, le leader quand il vient, il donne de l'espoir. Mais un espoir qui n'est pas un vœu pieux. Un espoir qui n'est pas de l'utopie ou du sophisme. Mais il tient votre main. Et c'est pour ça qu'on dit on est un leader d'abord par confrontation de soi. Parce que le leader tient la main de celui-là qui donne l'espoir. Il n'est pas, je ne veux pas donner des exemples pour ne pas frustrer certaines corporations, mais il ne fait pas une litanie d'espoir. Il ne vend pas des paquets d'espoir aux gens et lui-même après, après l'avoir dit, se retire et laisse les gens face à leur réalité. Non. Il met le pied à l'étrier lui aussi. Il met la main dans le charbon. Il est un coach, un vrai d'ailleurs. Et il vous tient la main jusqu'à ce que vous puissiez dire un jour, si enfin le sourire jadis est devenu réel, c'est grâce à lui. Mais pas parce qu'il nous a conseillé, parce qu'il est là. Le leader met le pied à l'étrier et coach, assiste ceux qui lead. Très bien. Nafissatou, un leader est un dealer d'espoir. Oui, l'auteur veut tout simplement dire qu'on n'a pas besoin d'un titre pour être un dealer. Un leader plutôt. Parce que... un leader est un dealer d'espoir. Oui. On n'a pas besoin d'avoir un titre pour être un leader. Un leader, très bien. Donc, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le plateau aussi. On ne se désigne pas aussi leader, hein, ce sont les autres qui vous font leader, tout simplement. Napoléon Bonaparte, qui est donc... Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio et mort le 5 mai 1821 sur l'île Sainte-Hélène. Il était un militaire et homme d'État français, premier empereur des Français du 18 mai 1804 au 6 avril 1814 et 20 mars au 22 juin 1815 sous le nom de Napoléon Ier. Il faut donc retenir que Napoléon Bonaparte et Napoléon Ier sont la même personne. Très bien. Alors, tout à l'heure, donc, vous avez peut-être une petite histoire sur qui ou bien à nous raconter sur le leadership? Oui, sur le leadership. Nous pouvons retenir que rien n'est impossible à qui veut fermement. Machiavel nous dit faire des contraintes des opportunités. Un jour, un jogger estonien confronté au défaitisme des autorités compétentes parvient à mobiliser 40 000 personnes pendant une journée. Voilà pour l'objectif qu'il avait estimé. En réalité, 50 000 personnes répondirent à son appel et nettoyaient le pays en 5 heures de temps. Pour leur faire nettoyer les décharges sauvages qui constellaient les campagnes de son pays, le Clean-up Day devient non seulement un objectif de fierté nationale, mais fit des émules dans le monde entier. Selon l'intéressé,
La clé du succès résida dans le fait que l'objectif de la démarche était clair. Les gens savaient exactement ce qu'ils avaient à faire, comment et pourquoi le faire. Et il a circonscrit son idée dans le temps et dans l'espace. Le reste avait suivi. Une fois passé le cap du turning point, ce moment où tout bascule et où les gens ne peuvent plus dire non à une entreprise qui fait sens pour une large majorité. Très bien. Donc, pour mobiliser les gens, pour être leader, il faut d'abord avoir une idée claire, savoir ce qu'on veut faire et amener les gens à le faire. Les gens aussi doivent être au courant de ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire et pourquoi ils veulent le faire. Pour pouvoir accompagner, c'est important. Donc, d'ailleurs, le clean-up qui est devenu un mouvement, un mouvement auquel tout le monde participe désormais depuis plusieurs années. Nous parlons donc de leadership. Coach Vieira, le leadership se développe. Bien entendu, le leadership se développe, sinon il finira par s'éteindre un jour. Et mais pour développer le leadership, pour le bonheur des téléspectateurs, j'en ai retenu 6 moyens pour développer le leadership. Le premier, c'est d'abord travailler sur soi. Parce que vous ne pouvez pas être un leader si vous ne rayonnez pas, si vous n'êtes pas un modèle. C'est d'abord ça, ce qui est spécial dans le leadership. Le manager, lui, n'a pas besoin d'être un modèle. Mais le leader doit être un modèle. Première chose, vous devez définir une vision. Définir une vision, je pense que ça a été suffisamment relayé. C'est d'ailleurs le mot du jour, donc je ne vais pas t'inverser là-dessus. Et créer une équipe, créer une adhésion autour, avoir de l'adhésion pour que c'est un groupe. Vous n'avez pas, on dit souvent, l'équipe ne fait pas l'armée, c'est la qualité. Vous n'avez pas besoin d'une majorité pour constituer votre équipe. Vous avez juste besoin de quelques personnes. Vous leur partagez votre vision, ils adhèrent et vous commencez avec eux, un peu comme Mark Zuckerberg dans le projet de Facebook. Il faut obligatoirement avoir un cadre de référence. Le cadre de référence, c'est le cadre qui vient créer les bouleversements, notamment identifier les opportunités, les saisir, prendre des risques et faire le sacrifice de soi-même en laissant certaines habitudes, voyez-vous, et être plus objectif. Tout doit être focus sur la vision. Ça, c'est un des éléments. 4e élément. 5e élément, mettre en pouvoir ses interlocuteurs. Lorsque vous ne mettez pas en pouvoir vos employés, ils ne vont pas de la voix. Lorsque celui qui est chef, vous ne le consacrez pas chef, vous ne lui donnez pas sa place de chef, ses employés, ses collaborateurs ou bien ses subordonnés ne vont pas le respecter. Donc, c'est au leader d'avoir une équipe, mais de donner le pouvoir à son équipe. Et c'est pour ça, à un moment donné, vous allez voir, quand Pierre, vous savez, c'est important de revenir chaque fois sur la Bible. Lorsque Pierre a voulu marcher sur l'eau, Jésus l'a autorisé, mais quand il a commencé par se noyer, il n'a pas dit, tu voulais te rivaliser avec moi, non? Tu voulais montrer que tu es fort, non? Il est parti à son secours. C'est dire ça, ça dit qu'il l'a inspiré. Et à un moment donné, on a voulu faire comme lui, mais malheureusement, on n'en est pas parvenu. Et encore lui-même, il est parti secourir. C'est ça le leader. Créez le cadre de référence, mettez les gens en pouvoir. Ce qui veut vous imiter, laissez-le vous imiter et aidez-le à devenir vraiment performant. 6e élément, enfin, encourager, valoriser, actualiser. Lorsqu'on parle d'encourager, selon les motivations, valoriser, c'est faire primer l'effort fourni. Et lorsqu'on parle de l'actualisation, s'il y a des choses à changer, parce que le leader, après tout, c'est un être humain qui a droit aussi à l'erreur. L'essentiel, c'est de ne pas persévérer dans l'erreur. D'où actualiser. Actualiser, valoriser et... Actualiser, valoriser et motiver. Et motiver. Merci. Coach Vieira, avant de conclure ce plateau, je voudrais quand même demander à chacun ici, c'est qui votre leader? Oui, quel est le modèle de leader auquel vous voulez ressembler? C'est vrai que certains noms ont été cités, je ne vais pas reciter les noms. Oui, Habib Khodonou. Aujourd'hui, il existe beaucoup de leaders qui m'inspirent. Oui, et pourquoi? Il existe, c'est vrai, beaucoup qui m'inspirent. Mais aujourd'hui, si je crois qu'il y a un leader auquel je souhaiterais certainement me conformer, et le prendre pour idéal, l'identifier et me référer, je peux dire que c'est mon pasteur. Ah d'accord, votre pasteur. Et qu'est-ce qui le caractérise et qui vous plaît? 2 choses? D'abord, c'est qu'il a le sens de leadership participatif. Il sait écouter, il sait se mettre à la place des autres. Très bien. Merci. Tiens. Je reviens à vous, Coach Vieira. Mais vous savez, j'ai bien envie de citer Nelson Mandela, mais pas, je n'ai pas vécu ces réalités. Il est vrai, j'ai vu son histoire, mais par contre, Barack Obama, j'ai vu. Et une seule chose,
Lorsque vous prenez Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, qui a été vice-président, et dans le passé a été d'abord un adversaire de Barack Obama, c'est déjà ça le sens du leadership. Mon adversaire devient mon vice-président et après je l'aide lui aussi à devenir président. Et son humour et sa capacité rhétorique. Diane? Ça reste secret, mais parce que si vous me demandez le pourquoi, c'est parce qu'il rassure et c'est un béninois. Donc, non, mais je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec cette réponse-là. Oui, Nafisat. Moi, c'est mes parents. D'accord. Parce que c'est les seuls, bon, pas les seuls, c'est ceux-là qui me motivent le plus souvent. Très bien. Un mot, quelque chose que vous retenez sur le leadership avant qu'on ne dise au revoir. Bon, sur le leader, c'est un influenceur. Très bien. Kotuera. Le leader, c'est un aide de changement, c'est en tout des aides de changement. Eh bien, Diane. Moi, je finis pas par ça. Je finis par saluer le chef production, Maro Fabiola Boussari et les dames aux doigts magiques. Voilà. Merci. Et Habib? Le leader, c'est un appui, c'est un soutien. Et il faut aller à l'école de leadership. Il faut vaincre le complexe d'infériorité. Il faut travailler sur le mental. Il faut découvrir nos forces, nos faiblesses en tant que leader. Savoir comment les corriger, les améliorer pour être meilleur désormais. Et je veux dire pour finir, il faut quitter le niveau de leader et devenir un leader influenceur. Merci beaucoup, Habib Rodonou, coach Justino Vieira, Diane Onioche, Nafissatou Hassani et Caleb Poviesi qui nous a appelé également. Tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission, merci à vous. Peut-être vous le savez désormais, entre le leadership autoritaire, le laisser-aller ou encore le participatif, vous identifiez peut-être l'essentiel, c'est de pouvoir le développer surtout pour qu'il ne s'éteigne pas.